William dit « Enfermer, ça a un sens. Quand il y a des faits, être en prison, ça aide, mais ça peut empirer. Au bout d'un moment, si la peine est trop longue, on se dit « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Avec ce que j'ai pris, je pense au jour le jour. J'arrive pas à me projeter, comme j'ai une grosse peine, je dois oublier le passé. Je ne sais pas penser à dans 5 ans, c'est comme si j'avais pas de vie. Le contrat est signé. Ici, j'ai pas la possibilité de faire autrement que d'être hypocrite. L'environnement ne me le permet pas. C'est pas moi. Au fond, je suis pas comme ça. Tout ça est conditionné par l'institution. Ma maman, elle m'aime, mais elle n'est pas là. En étant ici, elle ne m'apporte pas la même chose que si j'étais dehors. Je peux m'adapter à tout, mais ce qui me manque ici, c'est l'amour. Quand il se raconte la première fois, je suis frappée par la violence des faits qui sont commis. On garde à l'esprit évidemment tout le respect qu'on doit à la victime et à ses proches, et la violence de la réaction judiciaire. Donc, c'est deux violences, deux horreurs en fait qui se répondent. Donc William nous sollicite régulièrement. Alors moi je rencontre un jeune très investi, très mobilisé, qui a envie de faire bouger les lignes, améliorer son quotidien et celui de ses pairs, en nous interpellant notamment sur la question des visites hors surveillance, sur le droit à la participation, le droit à l'éducation, le droit à l'accès à Internet, etc. Et donc, nous, on mobilise les outils qui sont les nôtres, c'est-à-dire on met en place une médiation institutionnelle, on interpelle pour essayer de comprendre le point de vue de l'institution et faire bouger éventuellement les lignes quand c'est possible. Et donc, je dirais 2 ans plus tard, j'assiste en fait à une détérioration, un malaise chez William, qui se traduit notamment par un repli sur lui-même. Il n'y croit plus, je pense, effectivement, à un moment, il y a, je pense, l'effet de l'enfermement aussi qui fait que ça atteint aussi, à un moment donné, le moral de ces jeunes. Je me suis dit que mobiliser peut-être William autour d'un travail d'expression, voilà, c'est en tout cas un pari qu'on avait envie de prendre, Isabelle et moi, et rapidement, on présente le projet à William et il accroche et il s'engage. Ça prend sens pour lui, vraiment. Donc, je rencontre un jeune très fermé sur lui-même qui n'exprime pas d'émotion et donc on peut supposer pas de regret, on peut supposer qu'il n'éprouve pas de culpabilité, mais on voit que c'est les années accumulées de difficultés et sans doute ces conditions de détention qui font ce type d'expression. Et au fil du temps, William va un peu se relâcher, faire preuve d'empathie énormément, à mon égard par exemple, tout le travail que je lui donnais, etc. Il était impressionné par le travail que ça me demandait, de l'empathie par rapport à sa famille, à qui il a fait prendre à qui il a donné des difficultés, mais aussi par rapport à la jeune personne victime, où il a pu écrire finalement tout ce qu'il ressentait de culpabilité et de regret à son égard. Autour d'un café, lors d'une discussion animée, car choqué je suis, au centre de la décision se dresse la punition. Elle peine à se mouvoir en prévention. Je lui propose un travail en 2 étapes. 1. Recueillir son récit. 2. Faire un quelque chose à définir dans un temps indéfini avec ce matériel biographique. Nous avons malheureusement le temps pour nous, le temps de penser, trop de temps pour penser, pour s'y atteler, garder la concentration vive, se marier à l'endurance. En Belgique francophone, on a un système protectionnel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas dans un système pénal. On ne punit pas. On part du principe que les enfants, les mineurs de moins de 18 ans, sont des mineurs en danger. Et donc, il ne faut pas les punir. Et on considère qu'il y a une absence de discernement à leur égard. Et donc, l'idée, c'est de prendre des mesures qui les protègent, qui les éduquent et qui leur permettent de les aider finalement. Donc ça, c'est vraiment la philosophie du système protectionnel. Et dans certaines situations, le législateur estime que toutes les réponses que ce système protectionnel peut donner
atteint des limites et que parfois il y a un risque pour la sécurité publique. Et donc dans ces situations tout à fait exceptionnelles, il y a ce qu'on appelle une procédure de dessaisissement. Donc le parquet, le juge se dessaisit en disant « moi j'ai plus de réponse adéquate à donner » et le parquet saisit alors une chambre à 3 juges et c'est le droit des majeurs qui s'applique à des mineurs et donc ils sont condamnés comme des majeurs. C'est un échec de la protection de la jeunesse. Le dessaisissement, ça veut dire que le système de protection de la jeunesse se débarrasse littéralement d'un jeune et lui dit d'aller se faire pendre ailleurs. Et c'est ce qui arrive. Il est pendu ailleurs par les juridictions qui sont normalement destinées uniquement aux adultes. Aujourd'hui, on a le Comité international des droits de l'enfant qui est cet organe avec des experts indépendants qui font un peu le monitoring de l'état des lieux des droits de l'enfant, l'état de la situation des droits de l'enfant dans tous les pays signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ce Comité international des droits de l'enfant nous dit depuis plus de 20 ans qu'il faut mettre fin à la procédure de dessaisissement parce qu'elle est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, peut-être qu'il faudrait prendre en considération les engagements que la Belgique a pris depuis 1989. Mais il n'y a pas seulement l'aspect juridique. Moi, j'entends comme juriste, comme avocat, comme habitué aux droits de l'enfant, j'entends que les neurosciences ont de plus en plus d'importance dans la manière dont on considère la délinquance, bref, en criminologie. Or, ce que je sais, en tout cas, c'est que les neurosciences disent qu'il n'y a pas de maturité psychosociale avant 25 ans. Donc, on en arrive à clicher la personnalité d'un jeune de 16 ans dont tous les scientifiques nous disent qu'elle n'est pas stabilisée, qu'elle n'est pas achevée. Quand on entend le témoignage de ces jeunes, on se rend compte qu'il y a peu de possibilités, alors je ne vais même pas dire de réinsertion, parce que souvent ce sont des jeunes qui n'ont même pas été insérés. C'est ce que l'exclusion fait de plus beau en Belgique, que vous retrouvez d'ailleurs soit en IPPJ, soit dans le centre pour mineurs dessaisis, soit dans le champ pénitentiaire de manière plus générale. Et donc comment réinsérer des jeunes qui n'ont pas été insérés? Et nous, ce qu'on préconise, c'est de dire travaillons sur les causes, travaillons pas sur les effets. La question de la sécurité publique, c'est une vraie question et il faut bien entendu la prendre en considération, mais il y a peut-être des réponses alternatives qu'on pourrait avoir. Par exemple, étendre le système protectionnel jusqu'à 25 ans et pour ces cas très spécifiques, dire ces jeunes iront dans un centre, dans une IPPJ jusqu'à leurs 25 ans. Comme ça, on rencontre l'intérêt de la sécurité publique, mais qu'on continue à faire un travail éducatif intéressant parce que ces jeunes vont de toute façon réintégrer la société à un moment donné, donc ça ne sert à rien de les détruire. Cher William, je ne vous connais pas, je ne connais ni l'enfant, ni le jeune que vous avez été, ni l'adulte que vous devenez. Mais ce qui est sûr, vos mots me font grandir. Vous dites, la question c'était pourquoi j'ai fait ça. Parfois on a la réponse des années plus tard. J'ai envie d'avoir un psychologue pour penser à tout ça, pour faire un vrai travail, pour mieux me connaître. Et vous ajoutez, j'ai pas de désir depuis toujours. Ça me touche beaucoup ces récits où on va chercher la parole de ceux qui sont invisibilisés dans notre société. Et donc William est particulièrement invisibilisé puisque à 16 ans il n'a pas vraiment réussi à prendre la parole. Et puis on ne la lui a plus jamais donnée et il a été traité comme un adulte. Et c'est formidable que tout à coup Isabelle Serret prenne le temps d'aller renouer quelque chose et qu'enfin il ait l'occasion d'exprimer ce qu'il n'a sans doute jamais exprimé. C'est un témoignage très précieux. Tout à coup, les images nous-mêmes qu'on se fait quand on entend des condamnations qu'il y a à la radio, dans les journaux, quand on lit, tout à coup, ici, tout est nuancé. On a affaire vraiment à l'être qu'il y a derrière cette peine. Et je trouve que le titre « William ou le sens de la peine » a vraiment tout son sens. Vous désirez, William, tant de choses pourtant à travers ce récit. Vous désirez une formation, vous désirez plus de douches pour pouvoir faire davantage de sport, vous désirez l'amour de votre mère, vous désirez l'amour de votre ami, vous désirez une psychologue, vous désirez une autre considération, vous désirez chaque jour un nouveau mot et chaque jour des chiffres, vous désirez renaître dans un autre pays, vous désirez ces moments où vos mots délivrent, vous désirez, oui. Et tout à coup,
au fil de ces pages surgissent les mots que vous écrivez. Alors le sens de la peine, c'est quelque chose qui lui parlait parce que ça englobait justement toute son histoire, ça ne le réduisait pas aux faits. Et tout au long de son récit, il a finalement adressé ce message « Que vais-je devenir ?» Ça fait déjà 7 ans qu'il est détenu. Il dit qu'il a pris en maturité, même que sa maman ne le reconnaît plus. Et il dit « Je ne suis entouré que d'adultes et d'adultes criminels. Que vais-je devenir ?» Alors, un sens à sa peine, moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais je pense que lui, en partageant son vécu et en essayant d'en faire un plaidoyer contre le dessaisissement des jeunes, quelque part, met un sens à celle-ci. Les avocats ne sont pas que des marchands de droit ou des marchands de services qui servent à mieux exercer ses droits. L'avocat d'un jeune doit donner de l'espoir. Et donc, je suis très sensible à ce double aspect. Il y a des choses à faire en droit. Il faut autant que faire se peut défendre les droits de détenus que William peut exercer. Il a des droits. Il ne doit pas être traité n'importe comment. On peut espérer qu'il y ait des permissions de sortie dans un certain temps, voire un jour des congés pénitentiaires. Mais en même temps, il faut lui donner de l'espoir parce qu'un avocat est un être humain, son jeune client est un être humain aussi, et on peut faire passer quelque chose, du moins je l'espère, d'un être humain à un autre être humain. Et il n'y a rien de pire que de perdre espoir. Moi, je ne parle pas espagnol, mais les Espagnols, pour parler de délinquants, ils ont plusieurs termes. Ils utilisent notamment un terme qui est le desperados, ceux qui ont perdu espoir. Et quand on perd espoir, ben, c'est soit la délinquance qui vient, soit c'est le religieux. Parfois, c'est les deux. Et donc, voilà, quelle est la société dans laquelle on a envie de vivre et est-ce que finalement, on n'a pas la délinquance qu'on mérite? C'est ça la vraie question. Oui, sur une page, vous donnez vie à votre souffrance et votre peur, à la froideur des regards autour de vous. Moi, j'entends votre cœur qui bat derrière la porte. Je vous ai lu, je vous lis, vous regrettez. La culpabilité vous ronge, celle qui vous empêchera de faire une erreur lorsque vous sortirez. Vous êtes mon semblable qui a dérapé. Je ne sais si ce travail de mise en mots de vos émotions, celles dont on vous a dit privées et qui vibre ici page après page, je ne sais si cette œuvre commune aura le pouvoir de changer votre vie, mais vous changez la mienne. Cher William, je vous souhaite de sortir de la maison de peine avant ces presque 3 décennies assénées à votre jeunesse. Vous nous parlez, votre voix dont j'ignore le timbre résonne en moi. Et je vous remercie.